Bonjour à tous et bienvenue dans Art Talk Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur. Alors, je suis content parce que c'est quelqu'un que je connais bien, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un que je souhaitais depuis pas mal de temps. Shadrack Ilanga. Bonjour Shadrack. Hello chef, ça va? Moi, ça va très bien et toi? Ça va en forme. Alors Shadrack, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es enseignant en éloquence et en négociation, tu es expert en rhétorique, tu es spécialiste aussi en communication interpersonnelle, mentor en art oratoire et enfin, tu es coach de plusieurs masterclass à l'ISC Paris Campus à Orléans. Ouais. Mais avant de venir sur ça, on va aller droit au but. On va mettre les pieds dans le plat. Tu veux dire encore? C'est quoi cette histoire ou cette guéguerre avec l'influenceur Alexis Tshens? Oh, c'est une petite guéguerre en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, j'ai fait l'apparition dans un micro-trottoir de Pierre. Pierre propose d'ailleurs, qui est un bon influenceur qui propose des micro-trottoirs très polémiques. Et je développais sur le féminisme, et puis lui, il a réagi à ça, et sa première réaction était de dire « Ah, j'aime pas les noirs comme ça, non, j'aime pas les gars comme ça, okay. Qui veulent faire genre, qui savent bien parler, juste pour montrer qu'il sait parler, il a fait une tirade, etc. » Et à partir de là, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on m'a prévenu, j'ai dit « Ok, pas de souci. » Lors d'une émission avec Cyril qui parle beaucoup d'hommes capables. En fait, on a discuté de tout ça, quel est le rapport à la masculinité, et on a clashé les masculinistes. Et j'ai développé un peu sur... j'ai pris en exemple Alexis Tshens, le fait qu'il me clash sur des propos qui sont infondés. Finalement, le but du masculinisme, du moins c'est masculiniste, n'est pas de favoriser l'homme, mais plutôt d'écraser tout sur son passage aux dépens des hommes, juste pour faire de l'argent. C'est ça le but, en fait, tout simplement. Après, voilà, on va pas s'attarder là-dessus. S'il répond, j'aimerais bien avoir un débat avec lui, tu vois, sur des propos qu'il peut dire, par exemple, si une femme a plus de 30 ans, elle est périmée, j'aimerais parler de sa mère, tu vois. Donc, comme ça, on va voir concrètement ce qu'il en sera, tu vois. Ok, waouh, je m'attendais pas à ça. Ok. Tu sais, à un moment, faut remettre l'église au milieu du village, tu vois. Okay. On a grandi avec des hommes qui n'avaient pas forcément l'argent que les masculinistes prétendent aujourd'hui, mais on a grandi avec des vrais hommes. Tu vois, on a eu des grands dans nos quartiers qui n'avaient pas le matériel, mais ils avaient les leçons. Et du coup, ça n'enlevait en rien leur virilité. Parce que pour toi, Alexis Tshens, c'est pas un homme? Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je pense que au-delà d'être un homme, il pense être l'homme qu'il n'est pas. Tu vois, c'est plus ça. J'ai pris le temps d'analyser psychologiquement ce personnage et je ne serais pas étonné si, au niveau de sa construction en tant qu'enfant, il avait eu l'absence d'un père. Et de ce fait, il est dans une spéculation de ce que devrait être un homme, mais qui finalement est une caricature de la réalité. Tu sais, on a beaucoup de tontons aujourd'hui autour de nous qui sont payés même pas 900 € par mois. Mais si tu te poses avec eux, bah, tu deviens un homme. Ils t'apprennent des choses. Donc, dès que tu prônes aux jeunes garçons qu'il faut faire de l'argent, etc., il faut aller à Dubaï, arrêtez vos baratins. En fait, mon but, c'était aussi de dire un individu qui s'est construit entièrement sur les réseaux sociaux ne peut qu'être virtuel. Il peut qu'avoir des propos qui aient une distance suffisamment, on va dire, déraisonnable vis-à-vis de la réalité. Tu vois, y a des trucs que moi, quand j'entends chez les masculinistes, je me dis, mais arrêtez les gars, arrêtez vos propos, au même titre que le féminisme 2.0. Donc moi, mon but, c'était juste de dire, hey, revenons à la réalité, et arrêtons de passer les gens pour des cons, tout simplement. Bon, juste pour finir avec cette parenthèse, Alexis Tshens, il est passé... Non, on va... Attends, parce que je suis obligé de te parler de ça, du coup. Comme là, on est lancé, je t'ai lancé sur ça. Mais juste, tu as vu son passage devant la commission d'enquête avec les influenceurs. Oui. Tu as vu qu'il a raccroché au nez d'un député. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, j'ai vu un extrait. J'ai vu des extraits. Je ne peux pas juger basé sur ces extraits-là. Mais du peu que j'ai pu voir, c'est vrai qu'il y a ce bad buzz qui est de dire il a rapproché. Parce que pour être honnête avec toi, il y en a qui l'applaudissent et d'autres qui disent mais il aurait pas dû faire ça. Hein. Je pense que le protagoniste à blâmer, c'est le président de la commission. Tu sais, il y a un principe qu'on dit en rhétorique qui est tout ce qui est évident ne s'énonce pas. Et on a senti dans la posture du président de la commission,
une carence en termes d'autorité. Et en fait, il voulait imposer son autorité en disant je suis le président de la commission. Il n'a pas su gérer cela. Et quand on prend exactement l'extrait qui précède ce moment où Alexis Chen allait se déconnecter, bah en gros, on le comprend. C'est qu'il dit vous m'avancez des propos que je n'ai pas avancés et vous ne voulez pas répondre à mes questions, etc. Bah, en fait, il y a eu une confrontation. Tu sais, c'est un principe hein, qu'on qualifie de conflit de cadre. Qui va s'imposer sur l'autre. Au moment où il y a le conflit, bah, finalement, il s'est dit bon, je vais te prouver que tu n'es pas ce que tu prétends être, je me déconnecte. Là-dessus, je peux le comprendre en vrai. Je vais peut-être réussir à vous rabibocher. Hein. Voilà. Je vais peut-être réussir à vous rabibocher. Ok. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'il appréciera tes premiers mots lors de cette interview. Du coup, Shadrach, on va fermer cette parenthèse. On va parler de toi, du coup. Ouais. Adolescent, tu animais déjà des événements comme des kermesses, des galas ou des cérémonies. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la parole si tôt? Je pense que déjà il faut expliquer le rapport aux mots. Tu sais, c'est vrai qu'on voit quelqu'un parler, on a l'impression qu'il est plus dans la démonstration, mais lorsque l'on parle, on est dans une explicitation de ce qui est déjà en nous. Si par exemple je passe mon temps à te donner des coups, par instinct de survie, à un moment tu vas réagir. Même si tu n'es pas fort, tu vas réagir. Et je pense que un individu comme moi ou une personne qui va s'identifier à qui je suis, que ce soit un individu qui va être immigré, fils d'immigré, ou qui va être marginalisé par la société, ou une personne qui va observer des injustices, que ce soit des problématiques de discrimination ou des problématiques qui soient liées à autre chose, bah, à force de lui donner des coups, ce sont des coups qui ne sont pas visibles, bah, à un moment il va s'exprimer. Inconsciemment, j'avais cette envie d'extérioriser. Par conséquent, j'ai commencé à animer des sessions. Alors, pour être très précis, déjà tout jeune, en fait, on animait quelque chose qu'on appelait le dernier round. L'idée, c'était comme un débat sous forme de combat de boxe. On réunissait tout le monde et on discutait. J'ai même le souvenir que la première édition, la problématique était liberté, égalité, fraternité. Est-ce une réalité dans notre société? Donc, pour te dire, voilà, on n'est pas là pour faire plaisir, on va parler directement. Donc, au-delà de montrer que l'on sait parler, c'est d'abord une nécessité et je dirais même une thérapie. Le premier livre que j'ai rédigé, j'avais 12 ans. Ça s'appelait Lubinia. Et ça abordait un sujet assez épicé. Disons que ça abordait le rapport au viol, le rapport à l'inceste. Donc c'était assez profond. Et même quand je me revois lire ce que j'ai rédigé, je me suis dit comme quoi tout individu, peu importe son âge, dans sa phase de maturation, est impacté par ce que l'environnement lui apporte. Et c'est flippant de se dire que il y a des personnes qui reçoivent, ne réagissent jamais, ou ne sont pas en contrôle de cette réaction qu'ils ont, tu vois. Je suis une voie académique assez scientifique, tu vois, et ça fait que j'ai aussi rédigé thèses, mémoires, des articles que je compte publier dès que j'aurai soutenu ma thèse. C'est juste une prétention parce que dans la société, une fois que t'es quelqu'un, on te prend pas comme personne. C'est juste ridicule, mais en vrai, autant me lire le jour où tu sais que je suis crédible. Quand on est naturellement timide, par où commencer pour progresser à l'oral? Bah déjà, c'est d'arrêter de se mentir à soi-même, puisque la nature de la timidité, je pense que ça fait partie des affirmations infondées, parce que n'importe quel individu que l'on verrait introverti ou réservé, si on avait le temps d'être une caméra cachée depuis chez lui, on pourrait le voir, on pourra son comportement devant le miroir, son comportement lorsqu'il écoute, je sais pas, une musique. On a tous une forme d'expression que l'on a. Cela dit, ça se révèle différemment, tu vois. Alors je vais donner un conseil aux individus qui pensent être timides. Alors vous n'êtes pas timide, vous êtes plutôt introverti. C'est une théorie d'un psychologue qui s'appelle Lewis Goldberg qui explique qu'il y a différents types d'individus et selon leur profil, il y a des facteurs de motivation qu'ils ont spécifiquement. Et les introvertis ont une particularité, c'est que
s'ils n'extériorisent pas réellement ce qu'ils disent en public, ils cogitent beaucoup avec eux-mêmes. Donc, premier conseil que je pourrais donner, c'est de commencer par entretenir un journal, beaucoup écrire. Beaucoup écrire sur ce que l'on pense, sur ce que l'on aime, sur ce que l'on ressent. Et ces écrits-là, les déclamer à l'oral, depuis chez nous, pour faciliter le processus, et le faire écouter un moment à un ami, à une amie, à de la famille. Et au fur et à mesure, le processus va se faire qui va être que j'accepte maintenant que ce que je communique avec moi-même puisse être entendu par tous. La timidité dont on parle, c'est parfois une carence de confiance en soi. Mais encore une fois, la confiance en soi, si on va prendre du recul, on l'avait déjà depuis tout petit. C'est avec le temps qu'on l'a perdu. Donc l'idée, c'est pas de gagner la confiance en soi ou de vaincre la timidité, mais c'est plutôt de récupérer la confiance en soi et de dédramatiser sur cette timidité qui n'existe pas. Mais est-ce qu'on peut être bon à l'oral sans avoir un charisme naturel? Oui, c'est possible. Ouais. Si on comprend bien que le charisme, c'est le charme de la personnalité, c'est quelque chose que l'on ne contrôle pas. Tu vois, il y a des personnes qui ont des attitudes, une intonation vocale, une tonalité particulière qui va séduire certains, mais ils ne le feront pas exprès. Il y a des personnes qui, à travers les écrits, vont pouvoir nous raconter des anecdotes qui vont résonner en nous. Aristote nous explique par ailleurs que, tu sais, les 3 piliers du discours sont fondés par l'éthos, qui concerne du coup le charisme, et qu'on entende bien à travers l'éthos, il y a un aspect qui est visible et un aspect qui est invisible. Tu vois, la tenue vestimentaire, par exemple, aujourd'hui, t'as de l'éthos, quoi. Tu vois, genre, d'un point de vue vestimentaire, j'ai de l'éthos. J'aime beaucoup les couleurs que tu as. Merci beaucoup. Si on large ici, tu vois, moi, je suis en claquette. Tu vois, je suis posé en mode pêcheur. Mais ça n'enlève rien mon éthos. Ah oui. Alors, c'est pas forcément basé sur la tenue vestimentaire. C'est peut-être quelque chose que tu sens dégagé. Tu te dis, mais comment il se comporte, la manière dont il parle. Je le sais déjà parce qu'on me le répète beaucoup. Alors, bien sûr, c'est mon arrogance à la congolaise, mais bon, c'est pour mes ancêtres. L'idée, c'est que l'éthos ne suffit pas à lui tout seul. Il y a aussi le logo, c'est-à-dire l'intellect, les connaissances que l'on apporte. Et le pathos qui sont finalement, qui regroupent les émotions que l'on met dans ce que l'on dit, la vibration que l'on propose. Et il y a des personnes qui n'ont pas forcément le charisme, et dès qu'ils arrivent sur scène, ils nous racontent des histoires et ça nous touche. Ok. Là, on voit, bon, alors, tu t'exprimes très bien, tu as des références. Est-ce que tu as connu ou est-ce que tu as vécu des discriminations étant jeune? Bon, allez, je vais mettre les pieds dans le plat. On est noir, voilà, voilà. Tu as une belle élocution, mais voilà. Est-ce que, par exemple, tu as connu je sais pas, des discriminations ou des petits trucs étant jeune par rapport justement à ta façon de bien t'exprimer? Je vais te donner 3 anecdotes et ça va être très rapide. Un jour, j'étais au lycée, alors au lycée de quartier, Gauguin, La Source. Orléans-la-Source, c'est un quartier sensible, mais Gauguin, finalement, c'est un établissement qui fait le prolongement du quartier. Parce que finalement, à l'intérieur, c'était le bordel. J'en suis pas forcément fier, mais dans notre esprit juvénile, on était un peu insouciant, mais on recevait quand même des propos de la part des professeurs qui étaient « vous n'allez jamais réussir ». Ça, c'est première anecdote. Deuxième anecdote. Un jour, et je pense que c'était pas forcément méchant de la part de cette personne, c'était particulièrement une fille qui m'a dit « t'es un noir comme dans les films ». Deuxième anecdote. Troisième anecdote. Durant mon parcours universitaire à l'université Paris-Descartes, j'ai fait un master en sciences de l'éducation et j'ai eu l'occasion, en fait, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes très intelligentes. J'ai eu des propos plus ou moins indirects, tu vois, sur la manière dont j'étais, en disant que toi, tu t'exprimes comme un blanc. C'est là où je voulais en venir. 1, 2, 3. Ouais. Alors, je vais revenir quand même sur ces 3 anecdotes pour que tu puisses savoir qui je suis. Sur la première anecdote, lorsque la prof nous a dit vous n'allez jamais réussir dans votre vie, j'ai levé la main, j'ai posé la question madame, vous avez des enfants? Ok. Est-ce que vous avez déjà parlé comme ça à vos enfants? Elle n'a jamais répondu. Deuxième anecdote, je suis un noir comme dans les films. Je lui ai dit je suis réel. Ouais. Troisième anecdote, tu parles comme un blanc. J'ai dit, non, je parle comme un noir et je parle comme mes tontons. En fait, face aux discriminations, je ne veux pas prôner une posture victimaire.
Les discriminations, on en aura toujours quand on prend une voie qui nous mène vers une croissance exponentielle. Et forcément, tu sais, il y a pas de la place pour tout le monde. Donc dès que tu arrives quelque part où tu veux viser une forme, pas forcément d'élitisme, mais une forme d'ascension ou de sommité sociale, tu auras forcément à faire face aux discriminations. Maintenant, comment réagir face à ça? Mais je me retrouve exactement dans ce que tu dis, parce que même moi, alors, en tant que... Tu parles comment? En tant que journaliste aussi, on m'a dit que j'allais jamais arriver, que c'est un métier de blanc, tout ça. Donc même moi aussi, j'ai vécu ça. Bon après, voilà, je suis passé outre et aujourd'hui, je suis devant toi en tant que journaliste. Bravo. Et donc c'est pour ça que dans ce que tu dis, en fait, je me retrouve parce que on a vécu la même chose, quoi. Oui, et puis ça forge notre identité. Ouais, c'est clair. Je pense que le combat de la vie, se repose principalement sur la réponse que l'on apportera à la question qui suis-je. Tu vois, et quand on accepte les péripéties, les événements difficiles, et qu'on fait face à ça, sincèrement, à la fin, tu sais, on est comme un diamant. Et tu sais comment on fait un diamant? Comment on reconnaît un vrai diamant par rapport à un faux? Oula, je sais pas. Le faux diamant, on balance, si ça se casse, c'est pas un vrai diamant. Ok. Si on balance le vrai diamant, il se casse pas. Parce qu'en fait, il a été forgé, il a été bien pressé. Et en fait, chacun dans sa vie, si chacun tend vers une forme de caractère précieux au niveau de son identité, doit accepter le processus du diamant. Mais du coup, d'où ça vient ça, ces clichés? C'est parce qu'on est noir ou parce qu'on est arabe, on ne peut pas prétendre à tel ou tel métier, ou bien on ne doit pas parler comme ça, ou on ne doit pas s'habiller comme ça, parce que même moi j'ai eu ces réflexions-là, tu t'habilles comme un blanc, parce que je mets des chemises, que je mets des cravates et tout, tu t'habilles comme un blanc. Non, en fait, je m'habille comme mon père, je m'habille comme mon oncle, tu vois, et c'est ma façon de faire, c'est moi, quoi. Tu vois, mais d'où ça vient ça, ces préjugés selon toi? Je pense que ce sont... Pour moi, c'est la conséquence des consommations culturelles. En gros, des musiques qu'on va écouter, des films qu'on va regarder, des arts que l'on va valoriser, des histoires qu'on va nous raconter. C'est vrai qu'on pourrait vite se lancer sur un discours anti-blanc, un discours qui va être adressé à ceux qui ne vivent pas cela. Je pense qu'il faut qu'on se regarde bien nous-mêmes. Sincèrement, tu me mets en face des 10 plus gros rappeurs du moment, d'accord, si on parle de rap, et tu alignes leurs paroles, il n'y a pas, et je suis sûr qu'il y aura une musique où ils vont forcément insulter la femme. Et la femme, c'est son osseur. Tu vois ce que je veux en venir au bas? En fait, on a déjà un rapport à soi qui est compliqué. L'amour de soi, elle n'y est pas. Tu sais pour quelle raison? Pas parce qu'on se déteste, parce qu'on ne se connaît pas. On ne connaît pas notre histoire. Je me suis toujours méfié des individus qui prônent la solidarité en temps de crise. C'est pour quelle raison? Parce que le jour où il y aura les moments glorieux, tu verras leur visage, ils vont partir. On n'est pas condamné à l'échec. Et j'aimerais bien, j'ai envie de citer Kerry James qui prône vraiment ce propos qui est: tu n'es pas condamné à l'échec. Mais on n'est pas non plus condamné collectivement à être en bas. L'amour de soi n'y est pas. On ne se connaît pas. On ne connaît pas notre histoire. On ne connaît pas... Alors, quand on parle de notre histoire directement, on imagine l'histoire des Noirs. Non, ça ne veut rien dire. Juste l'histoire de notre propre famille, déjà. Tu sais, moi, le jour où j'ai appris l'histoire de mon grand-père, j'ai dit, oh, mon grand-père, il a fait les études en Allemagne. Il est venu, il est reparti au pays, au Congo-Kinshasa. Il était millionnaire, il a créé ses entreprises. Il a eu un impact au niveau de son secteur. Et en fait, tout son argent est parti une fois qu'il est mort parce que les gens n'ont pas su gérer l'argent. Mais quand j'ai appris son histoire, je me suis dit, ah ouais, je ne suis pas le petit-fils de n'importe qui. Je pense déjà, il faudrait qu'on commence à se dire, est-ce qu'on sait qui on est? Comment on s'identifie? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque je dis je suis un négro, parce que négro, ça veut dire noir en espagnol, tout simplement. Parce que quand on dit je suis un négro, est-ce qu'on voit des gens en train de bouger comme ça, en train de raconter n'importe quoi, on voit le noir? Est-ce que lorsqu'on dit la culture black, est-ce qu'on voit des fesses qui bougent partout? Excuse-moi de te parler comme ça, Cash. Non, mais... Est-ce qu'on voit Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire? C'est à nous
de nous approprier les choses. Et tu vois, le pouvoir des mots, c'est que ça impacte la pensée. Et la problématique que l'on a là, c'est que comme on ne sait pas qui on est, on ne peut pas s'aimer. Donc, dans l'amour de soi, on ne cultive pas réellement, tu sais, cette bienveillance qui va nous construire, telle cette fraîcheur que l'on posera sur une plante pour que ça puisse aller vers une verticalité. En fait, on va donner un faux semblant. Tu sais, c'est comme le petit qui va dire, ouais, ben moi, comme mon père m'a pas aimé, du coup, je m'en fous de vous tous. Il exprime que du mal-être. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a mélangé la culture, les films, etc., avec notre mal-être de ne pas se connaître, et on prétend que c'est de l'amour de soi. Et c'est pas un manque de confiance en soi, plutôt? Alors, ça peut toujours être lié, puisque, tu sais, la confiance, on va dire dans un langage latin, la confiance, ça vient de confidérer. Et confidérer, ça veut dire avec loyauté. C'est le fait d'être loyal envers soi-même. Mais si tu ne connais pas le soi, comment tu peux avoir confiance en toi? Du coup, tu vas créer un faux toi. On prend dans toutes les cultures, c'est que de la fausseté. Et qu'on entende bien. On prend les musiques qu'on va écouter, c'est que du mensonge. On s'invente des vies. Et en fait, on est content parce que par carence affective, par carence identitaire, on se crée un super-héros qui est juste superficiel. Alors bien sûr, je ne dis pas que la musique est mauvaise, je ne dis pas que les arts que l'on regarde sont mauvais, mais en fait, ce qu'on en fait, c'est la conséquence de ce qu'on n'a pas en nous. Et la solution que l'on devrait avoir, et j'aimerais vraiment que ça puisse résonner en chacun, c'est se dire, ok, et si on allait visiter les racines? Tous ces Congolais, ces Sénégalais, alors je ne veux pas parler des Sénégalais, mais toute cette diaspora qui prône, oui, moi je suis Congolais, moi je suis Tchadien, etc. Citez-moi au moins 10 régions de votre pays. Après, on en parle. Ouais. Ça ne demande pas grand-chose. Aujourd'hui, on a tous les outils pour ça. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Et si on parle de toi, pour que tu aies l'amour de ta personne, tu dois te connaître. Et tu n'es pas arrivé comme ça. Tu es la conséquence de tout ce qu'il y avait déjà avant. Donc, une fois qu'on se connaît, on pourra construire une identité. Une fois qu'on construit une identité, on pourra faire face aux discriminations. Je suis sûr et certain que tu seras d'accord avec moi. Bien sûr, je ne vais pas me lancer, je ne vais pas spéculer, mais tu confirmeras ou pas. Quand tu prends par exemple un talent comme Aya Nakamura, peu importe ce qu'elle va dire, voilà, moi je ne vais pas rentrer là-dedans. Qui sont les gens qui la critiquent le plus? Les blancs ou les noirs? Et d'ailleurs, est-ce que ce sont les femmes noires ou les hommes noirs? Non, c'est semblable. Oui, c'est plus les femmes noires qui la critiquent. Pour quelle raison? L'amour ne se nie pas. Nos sœurs, elles se blanchissent la peau. Elles vont dire c'est à cause des hommes. Non, non, il n'y a pas d'amour de soi. Nous les hommes, on n'a aucune considération pour ce qui nous ressemble. On peut facilement se taper contre notre propre frère pour des histoires de pain. Tout ce qu'il y a dehors, là, dans les quartiers, les violences qu'il y a dehors, c'est nous-mêmes qui les prenons. Et en fait, on écoute le son et on dit, ouais, toi, si tu veux pas te battre, t'es une, je sais pas quoi, arrêtez vos histoires. L'identité du noir n'est pas forcément la médiocrité. Et on a le choix. On a le choix. Mais ça va passer par un moment de silence où on s'observe réellement. Je suis convaincu que nous ne sommes pas condamnés à l'échec. Mais pour pouvoir arriver sur le chemin de la réussite, il faut déjà qu'on regarde nos erreurs. Et qu'on ne fasse pas semblant, oui, je sais pas quoi. Et surtout, justement, est-ce que ça passe parce que tu es aussi prof, du coup, à l'ISC Paris Campus, donc au centre-ville d'Orléans, où tu fais du coaching, hein, voilà. Est-ce que aussi ça passe par là qu'il y ait plus de personnes comme toi, voilà, c'est ça, aller dans des écoles pour exprimer un peu ton vécu et surtout pour faire ce que tu sais faire, du coaching. Alors, sans mettre la lumière sur moi, bien sûr, même si techniquement il y a la lumière, on s'en fout. Je pense que ça passe, oui, certes, par le fait d'assumer et d'aller aux antipodes des simulacres que l'on met en avant, c'est-à-dire des faux semblants que l'on met en avant, en étant réellement des modèles. Mais sans parler de modèles, parce que souvent, lorsqu'on parle du Nord, on parle souvent en collectif. Juste pour les individus, essayer d'écouter les blessures de chacun, essayer d'écouter le doute de chacun. Tu sais, ce que j'ai appris avec l'être humain, c'est que lorsqu'il est malheureux, soit il l'exprime, et du coup on voit que ça s'extériorise, soit il est en implosion avec cela. Et parfois ça se voit par tout l'opposé, de la colère, un rire forcé, tu vois, en fait tout l'opposé. Et j'ai l'impression, et j'en parle avec beaucoup d'amour pour les gens qui vont se sentir représentés par ma personne, j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez de ce qui nous fait mal. Le fait de ne pas avoir connu notre père,
pour la plupart des gens. Il y a beaucoup de gens qui vont comprendre cela. Le fait de ne pas avoir reçu un je t'aime à la maison régulièrement, des câlins, ça demande de l'argent pour ça. Le fait de ne pas avoir vu peut-être un livre chez nous. Le fait de ne pas avoir connaissance de l'histoire de notre famille. Trop de secrets. Tu vois, tout ça, ça nous blesse. Et au lieu de sortir en disant, vas-y, bats les couilles, je vais... Non. Ça me touche. Et si on faisait face à ça, tu vois, le fait d'être professeur aujourd'hui, ça me permet de parler de ces sujets-là, d'incarner ces sujets-là. Mais au-delà de ça, professeur ou pas professeur, c'est pas le statut qui va faire l'homme. C'est l'homme qui va pouvoir statuer sur certaines problématiques. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce qui nous manque, c'est que on n'est pas assez dans le pronoia. Tu connais ce mot pronoia? Non. Ah, intéressant. Ça fait combien de mots là du coup? Je pense 2 mots normalement. Ouais, ok, d'accord. Alors, parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, Shadrach s'est mis en mission. Alors, je sais pas si c'est d'inventer. Mais alors, d'inventer, c'est des mots qui existent, hein, mais d'inventer Non. 5 mots. La réalité, c'est pas inventé. 5 mots que je ne connais pas, soi-disant. Et donc voilà, donc il me sort des mots là, des fois, voilà. Mais il y a des mots que je connais, hein, d'autres pas. Pour l'instant, c'est le deuxième mot normalement. Ok. On est passé dans le pronoia. Pronoia, c'est l'opposé de paranoïa. Paranoïa, pour qu'on puisse donner une définition claire, c'est le fait de spéculer sur un futur que l'on ne connaît pas, mais spéculer négativement. Ok. Pronoïa, c'est l'opposé. C'est être dans la proaction d'un futur que l'on ne connaît pas, et on va le penser positivement. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le passé par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Du coup, je comprends les gens par rapport à ça. Mais si on construisait quelque chose, comment on peut se positionner en termes de proactivité et non de réactivité? J'accuse un manque d'organisation que certains pourraient avoir dans leur comportement, où ils attendent que ça se passe et dès qu'il y a un événement, ils réagissent. Mais le problème de la réaction, c'est que la réaction a une part émotionnelle. L'intention est maîtrisée. L'intention est réellement rationnelle. Et en fait, on doit être dans la pronoïa. On doit construire de nous-mêmes des choses. On doit penser le futur. Et je pense que nous sommes le futur. Sans prôner un discours qui va être, je sais pas, panafricaniste ou je ne sais quoi. C'est juste dire, on est le futur. On a tout aujourd'hui. On n'a rien à envier aux gens. On a le talent, on a la personnalité, on a l'art, on a la culture. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait ça pour le futur, réellement? Je ne pense pas qu'en insultant nos sœurs, on peut construire le futur. Je ne pense pas qu'en s'insultant nous-mêmes, on peut construire le futur. Il faut rétablir la vérité. Donc, on manque de perspective. Et on attend que ça se passe. Non, c'est à nous de créer cette perspective-là. Et un autre truc qui pourrait aider, vraiment pour aller de l'avant, en fait, c'est de ne pas tomber dans cette... je prends une analogie. Imaginons un footballeur qui lors d'un match, imagine qu'à chaque fois, il y a un défenseur qui est à côté de lui. Quelle sera sa manière de jouer? Il va être prudent. Ça. Il va pas forcément être dans une expression totale de son talent en termes de marge de manœuvre. Parfois, ça se trouve, il va être vraiment limité dans sa technicité. Et s'il était vraiment en train de se dire, et si je regarde en face l'ennemi, mon adversaire, ben je sais où il est. Du coup, là où il n'est pas, je sais ce que je peux faire. Il faudrait que l'on arrête un moment. Et je parle de ça, et je pense que ça va faire débat. Je l'espère du moins, comme ça on va discuter. De voir l'ennemi partout. De voir le racisme partout. Il faudrait qu'à un moment on se dise, le racisme, on sait qu'il est là. Mais tout ce qu'il y a autour là, c'est moi, c'est ma marge de manœuvre. Qu'est-ce que moi je vais mettre en place? Qu'est-ce que je vais réellement mettre en place? En parlant de racisme, parce que bon, il y a beaucoup de débats en ce moment, hein, c'est un peu l'actualité. Est-ce que tu penses que la France est raciste? Si on parle de la France en tant que système, si on parle de la France en tant que système social qui a été mis en place, qui régit une politique de distribution particulière, fondamentalement, on ne peut pas penser que la France est raciste. Mais si on parle de la France en tant que culture, et que l'on prend plus ou moins l'histoire de la France, et ce que l'histoire de la France met en avant, sans parler de l'actualité, hein, juste parler des colonies, du traitement que certaines personnalités ont eu, le rapport France-Afrique,
on ne peut pas dire que la France n'est pas raciste. Aujourd'hui, dire que la France est raciste, ça renvoie à dire que c'est foutu. Non, je pense qu'il y a des ouvertures que l'on a ici, que l'on n'a pas ailleurs. Je pense qu'il y a des délits que l'on évite en étant ici, que l'on aurait pu avoir ailleurs. Là, j'ai une pensée à tous les Afro-Américains qui, lors d'un simple contrôle, peuvent perdre leur vie. Ça a été le cas aussi ici, mais c'est minime par rapport à là-bas. Donc, parce que la France n'est pas une personne, elle n'est pas raciste. Mais parce que la France a une culture, elle a une culture qui banalise une forme de racisme. Donc c'est une réponse qui va être très dialectique. Celles et ceux qui vont comprendre cela vont comprendre pourquoi j'essaie de répondre avec autant de finesse. Mais celles qui ne me comprendront pas vont dire que je me contredis. C'est pas grave. On a tous vécu dans des quartiers, toi comme moi. Aujourd'hui, on fait un métier assez riche, intéressant. Selon toi, pourquoi nous, donc toi comme moi, pourquoi on a voulu faire ces métiers-là? Pourquoi on ne s'est pas contenté des cases où on nous mettait? Voilà. Pourquoi, selon toi, nous on s'est dit bon non en fait, moi j'ai pas envie qu'on mette dans cette case-là, donc en fait je vais tout faire pour aller là où je veux en fait. Donc je vais travailler plus que les gens pour être là où je veux. Selon toi, pourquoi nous on a réussi à dépasser un peu cette frontière-là? Alors c'est une question qui finalement peut ressembler à une discussion entre nous, mais j'espère que ça va faire écho à chacun. C'est parce qu'on a fait face à la pusillanimité. Tu connais ce mot? Oui. Pusillanimité, c'est le fait de craindre les responsabilités. On s'est dit non, on va les prendre en main. On va prendre en main cette responsabilité. Et on a écouté notre cœur. On ne s'est pas défini selon la communauté. On a voulu être nous pour contribuer à la communauté. Et quelque part, on n'a pas été idiot, on a été idiosyncrasique. Tu connais ce mot? Oui. Ça se voit que je suis avec un bon frère. Et en fait, le fait d'être idiosyncrasique, c'est le fait de se connecter totalement à qui l'on est. Je pense que si chacun dans ce monde, peu importe sa race, peu importe sa couleur de peau plutôt, peu importe ses origines sociales, se connecter réellement à sa personne, il aura forcément un parcours qui va être différent de chacun. Parce que la preuve et le miracle scientifique étant que chaque ADN est unique. Donc je pense que l'un des conseils que l'on pourrait donner à chacun, c'est de dire que écoutez votre voix intérieure. Et ne mettez jamais en opposition votre individu avec la communauté. Et essayez d'y voir un rapport de complémentarité. Ne vous dites pas soit je suis tout le monde, soit je suis personne, mais plutôt soit je suis quelqu'un et ma personne va contribuer à tout le monde. On dit souvent qu'il faut de tout pour faire un monde, mais je pense que le monde c'est déjà un tout. Et c'était ça ma prochaine question, c'est qu'il y a plein de jeunes ou de moins jeunes là qui vont nous regarder, qui souhaitent aussi s'en sortir, hein, qui souhaitent briser un peu ce verre et qui souhaitent faire des métiers un peu entre guillemets haut de gamme. Tu as des métiers assez riches. Quel conseil toi tu donnerais à ces jeunes ainsi qu'à leurs parents, parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est aussi les parents aussi à la maison, c'est aussi aux parents de pousser les enfants pour faire tel ou tel métier. Parce qu'un château ne se construit pas en un jour, et parce qu'un désert c'est la conséquence de plusieurs grains de sable. Chers parents, ne minimisez pas le quotidien, chaque action que vous faites au quotidien. Ne minimisez pas les propos que vous allez formuler à vos enfants. Ne minimisez pas les actions que vous allez proposer à vos enfants. Le temps est une ressource qui est à notre disposition, mais qui, au fur et à mesure du temps, s'échappe. Donc, essayez de mettre en place des habitudes de lecture, des habitudes de conversation, d'échange sur les rêves, sur les ambitions, parfois des échanges sur l'histoire, sur ce qu'on a vécu, pour construire l'identité de chacun. Deuxième chose qui pourrait être bénéfique, c'est réseauter. Réseauter. Alors, je ne sais pas comment te le dire. Tu sais, pour moi, la plus grande forme de stupidité,
c'est le fait de mépriser ce que l'on ignore. Ça veut dire quoi? En gros, c'est parler sur quelque chose que l'on ne connaît pas. Et je pense que c'est une problématique que l'on a chez l'être humain. Quand il ne sait pas, il spécule sur l'autre. Je sais pas, notre mère qui va parler sur le voisin, alors qu'elle ne connaît pas. Nous qui allons parler sur la culture des autres, alors qu'on ne connaît pas. On les connaît, eux, ils sont comme ça. Ouais, mais elle ou la preuve? Et le fait de réseauter, ça va nous demander à enlever cette barrière-là qui est va vers les gens que tu ne connais pas, va vers les gens qui sont différents de toi. Déconnecte-toi de ce que tu penses être ta personne, alors que c'est juste une communauté qui va être là pour te sentir exister. Va vers des gens différents. Et quand tu verras les gens différents, tu vas te renforcer sur qui tu es. Troisième conseil, travaille plus les compétences relationnelles que les compétences techniques. Tu vas apprendre des compétences techniques à travers l'école, à travers la spécialité de ton parcours. Mais ce qui va faire l'individu qui va impacter à tous les endroits où il ira, ce sont les compétences relationnelles. C'est cette capacité à écouter les gens sans les interrompre, à rebondir sur ce qu'ils disent, à serrer la main suffisamment fermement pour que l'individu sache que tu es là, tu es engagé, tu es présent. Quatrième conseil, revoir son rapport au présent. Tu sais, c'est une généralité, mais on n'apprécie pas assez l'instant présent. Avoir une conscience totale sur ce que l'on fait actuellement. Pas juste vivre à travers des parasites. Se dire, ok, là je suis en train de parler avec toi, j'apprécie ça. J'ai pas la conscience ailleurs, en train d'être sur le téléphone ou je ne sais quoi. J'apprécie ce moment-là. Et ça rendra qualitatif la vie. Et puis de manière générale, avoir une vision, avoir un rêve, le communiquer à certaines personnes que l'on va appeler des individus avec lesquels on va faire un pacte de responsabilité. Tu sais, tes amis, tu vas dire, moi je vais devenir ça. Comme tu sais que tu lui as dit, tu vas te bouger pour le faire. Et foncer vers ce rêve, tête baissée. Shadrach, j'ai eu Pauline Goudiaby ici en face de moi il y a quelques semaines, donc qui parlait de toi et de Nixon, voilà, en bien même, voilà, elle a même dit que vous étiez aussi des modèles. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Pauline? J'ai un surnom que je donne souvent à Pauline, c'est la mère. La mère. Je dis souvent la mère parce que ça représente à la fois cet être maternel, mais aussi cette ressource, si on parle de la mère. Elle a contribué à une grande partie de ma vie. J'ai rencontré beaucoup de mentors dans ma vie et ça a été une personne qui a eu les mots qu'il fallait à des moments précis. Elle m'a aidé, je pense, à croire en moi. Elle m'a aidé à mettre en action et surtout à ne pas prendre la tête. Tu vois, j'ai fait ce virage au niveau de mon parcours académique. J'étais en comptabilité. Après, je suis passé sur la prise de parole en public. Et je pense que dans ce virage-là, je pense que c'était elle qui conduisait. Donc c'est énorme. J'ai tellement de choses à dire sur Pauline. Moi, Pauline, on le sait, hein, c'est ma maman. C'est une personne qui est solaire, qui ne voit pas son intérêt et qui essaye vraiment de penser à la suite. Et d'ailleurs, ça, c'est même un conseil ou une remarque que j'aimerais prôner sur on va dire notre culture à nous. Ça peut être choqué ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que parfois on fait une répercussion de l'esclavagisme. Sauf qu'on fait ça à la maison. Excuse-moi de te parler comme ça. C'est-à-dire? Beaucoup de familles nombreuses confondent la grande sœur, le grand frère, pour le papa et la maman. On leur donne les tâches qu'ils ne devraient pas faire. On leur dit, vous êtes responsable de ci ou de ça. Énormément d'hommes célèbres noirs ont comme fardeau leurs propres parents. Je ne parle pas du fait d'aider leurs parents, mais les parents parfois abusent, les oncles abusent. Et en fait, ils se retrouvent à être l'esclave de leur propre famille. J'ai l'impression qu'on fait une retransposition de l'esclavage sur nous-mêmes. Et c'est un conseil que j'aimerais qu'on donne à tous les parents, à tous les grands du quartier, à tous les oncles. Quand vous voyez la jeunesse, faites les choses sans intérêt. Faites ça pour eux. Mettez-y de l'amour. Ne voyez pas ce que vous allez gagner. Ce que vous allez gagner, au contraire, ça va être une reconnaissance peut-être, mais aussi une dynastie
à laquelle vous allez contribuer. Et c'est ce que Pauline a fait pour Nixon et toi. C'est ce qu'elle fait pour beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Ne pas regarder son intérêt. Si on passe notre temps à notre intérêt quand on aborde quelqu'un qui est un rookie, qui est talentueux, en fait, on n'assistera jamais à ce moment où ce talent va pouvoir faire briller tous les autres. On arrête de regarder notre intérêt. C'est pas normal que dans les familles, il y ait des enfants qui soient à la merci de leurs propres parents. C'est pas normal. J'ai un ami qui est d'origine pakistanaise et qui me dit que chez eux, écoute bien, hein, chez eux, le papa investit totalement pour eux. À l'âge de 18 ans, il avait un camion pour pouvoir faire, en fait il était camionneur, faire de la livraison de très loin. Son papa a investi pour qu'il ait une maison et pour qu'il puisse se marier. Et au moment du mariage, il est libre de faire ce qu'il a à faire et qu'il fasse pareil pour ses enfants. Ne soyons pas, tu sais, dans cette course, dans ce 4 fois 100 mètres, ne soyons pas celui qui va donner le relais tout en tirant vers l'arrière. Donnons vraiment le relais. Laissons l'histoire se faire. Et à la fin, il y aura la victoire. Merci beaucoup, Shadrach, d'avoir échangé avec moi. Je pense qu'on pouvait encore continuer pendant des heures et des heures et des heures. Ouais. En tout cas, merci beaucoup et surtout, reste comme t'es. Hein. Je pense que voilà, on a besoin d'avoir des gens comme toi, parce que on te l'a peut-être peu dit, mais tu es quand même un modèle, ok. Donc je pense que voilà, les plus jeunes peuvent se référer à toi. Donc merci à toi en tout cas d'avoir échangé avec moi. Merci à vous de nous avoir suivis dans Ork Talk Show et à bientôt pour un nouvel épisode.